Cours numéro 4, Ferdinand de Saussure, seconde partie. Théorie générale du signe linguistique. Série, comprendre la linguistique. Bienvenue dans la deuxième partie du cours sur Ferdinand de Saussure, qui étudie la théorie générale du signe linguistique. Le signe linguistique. Dans sa définition du signe linguistique, Saussure procède par 3 étapes. Première étape, il commence par insister sur le fait que la langue n'est pas une liste de mots, auxquels sont associées des choses. Puis à l'étape suivante, il démontre que le signe linguistique est une entité double, ayant un aspect physique représenté par l'ensemble des sons, qui forment l'image acoustique, et un aspect psychique qui est le concept ou l'empreinte psychique de la chose signifiée. Troisième étape, il continue sa construction du concept de signe linguistique, en énonçant ses 2 caractéristiques fondamentales, qui sont l'arbitraire du signe et son caractère linéaire. Nature du signe linguistique. La langue n'est pas une nomenclature. Pour certaines personnes, la langue ramenée à son principe essentiel est une nomenclature, c'est-à-dire une liste de termes correspondant à autant de choses. Par exemple, le terme « arbore » ou « arbre » ou « tree » qui réfère directement à l'arbre que l'on voit dans la nature, ou le terme « écosse » ou « cheval » ou « horse » qui réfère directement au cheval que l'on peut voir dans la ferme. Cette conception est critiquable à bien des égards. Elle suppose des idées toutes faites préexistant au mot. Elle ne nous dit pas si le nom est de nature vocale ou psychique, car « arbore » peut être considéré sous l'un ou l'autre aspect. Enfin, elle laisse supposer que le lien qui unit un nom à une chose est une opération toute simple, ce qui est bien loin d'être vrai. Cependant, cette vue simpliste peut nous rapprocher de la vérité en nous montrant que l'unité linguistique est une chose double, faite du rapprochement de 2 termes. Les 2 termes impliqués dans le signe linguistique sont tous les 2 psychiques, et sont unis dans notre cerveau par le lien de l'association. Le signe linguistique unit, non une chose et un nom, mais un concept et une image. Le signe linguistique est donc une entité psychique à 2 faces. Cette dernière n'est pas le son matériel, chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son, elle est sensorielle, et s'il nous arrive de l'appeler « matériel », c'est seulement dans ce sens et par opposition à l'autre terme de l'association, le concept, généralement plus abstrait, ce que nous montre l'image ci-dessous. Nous appelons donc signe la combinaison du concept et de l'image acoustique. Mais dans l'usage courant, ce terme désigne généralement l'image acoustique seule, par exemple un mot, arbore, ou écosse. Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image acoustique, respectivement par signifié et signifiant. Ces derniers termes ont l'avantage de marquer l'opposition qui les sépare, soit entre eux, soit du total dont ils font partie. Quant à signe, si nous nous en contentons, c'est que nous ne savons pas par quoi le remplacer, la langue usuelle n'en suggérant aucun autre. Premier principe, l'arbitraire du signe. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire. Ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement, le signe linguistique est arbitraire. Ainsi, l'idée de sort n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons, SEUR, qui lui sert de signifiant, il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre. À preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes, le signifié bœuf a pour signifiant BUF d'un côté de la frontière, et OKS, OX, de l'autre. Le principe de l'arbitraire du signe n'est contesté par personne, mais il est souvent plus aisé de découvrir une vérité que de lui assigner la place qui lui revient. Le principe énoncé plus haut domine toute la linguistique de la langue, ses conséquences sont innombrables. Il est vrai qu'elles n'apparaissent pas toutes du premier coup avec une égale évidence, c'est après bien des détours qu'on les découvre, et avec elles l'importance primordiale du principe. Une remarque en passant. Quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les modes d'expression qui reposent sur des signes entièrement naturels comme la pantomime lui reviennent de droit. En supposant qu'elle les accueille, son principal objet n'en sera pas moins l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe.
En effet, tout moyen d'expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective, ou, ce qui revient au même, sur la convention. Les signes de politesse, par exemple, doués souvent d'une certaine expressivité naturelle, qu'on pense au Chinois qui salue son empereur, en se prosternant 9 fois jusqu'à terre, n'en sont pas moins fixés par une règle. C'est cette règle qui oblige à les employer, non leur valeur intrinsèque. On peut donc dire que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. C'est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes d'expression, est aussi le plus caractéristique de tous. En ce sens, la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. On s'est servi du mot symbole pour désigner le signe linguistique, ou plus exactement ce que nous appelons le signifiant. Il y a des inconvénients à l'admettre, justement à cause de notre premier principe. Le symbole a pour caractère de n'être jamais tout à fait arbitraire, il n'est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre le signifiant et le signifié. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n'importe quoi, un char, par exemple. Le mot arbitraire appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix du sujet parlant, on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de l'individu de rien changer à un signe. Une fois établi dans un groupe linguistique, nous voulons dire qu'il est immotivé, c'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la réalité. Signalons en terminant 2 objections qui pourraient être faites à l'établissement de ce premier principe. 1. On pourrait s'appuyer sur les onomatopées pour dire que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. Mais elles ne sont jamais des éléments organiques d'un système linguistique. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand qu'on ne le croit. Des mots comme « fouet » ou « glas » peuvent frapper certaines oreilles par une sonorité suggestive. Mais pour voir qu'ils n'ont pas ce caractère dès l'origine, il suffit de remonter à leur forme latine, fouet, dérivé de fagu, être. Glas égale classicum, la qualité de leurs sons actuels, ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. Quant aux onomatopées authentiques, celles du type glouglou, tic-tac, etc., non seulement elles sont peu nombreuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbitraire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et déjà à demi conventionnelle de certains bruits. 2. Les exclamations, très voisines des onomatopées, donnent lieu à des remarques analogues et ne sont pas plus dangereuses pour notre thèse. On est tenté d'y voir des expressions spontanées de la réalité, dictées pour ainsi dire par la nature. Mais pour la plupart d'entre elles, on peut nier qu'il y ait un lien nécessaire entre le signifié et le signifiant. Il suffit de comparer 2 langues à cet égard pour voir combien ces expressions varient de l'une à l'autre. En résumé, les onomatopées et les exclamations sont d'importance secondaire, et leur origine symbolique en partie contestable. Second principe, caractère linéaire du signifiant. Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul, et a les caractères qu'il emprunte au temps. A. Il représente une étendue, et B. Cette étendue est mesurable dans une seule dimension, c'est une ligne. Ce principe est évident, mais il semble qu'on ait toujours négligé de l'énoncer, sans doute parce qu'on l'a trouvé trop simple, cependant il est fondamental et les conséquences en sont incalculables, son importance est égale à celle de la première loi. Tout le mécanisme de la langue en dépend. Par opposition aux signifiants visuels, signaux maritimes, etc., qui peuvent offrir des complications simultanées sur plusieurs dimensions. Les signifiants acoustiques ne disposent que de la ligne du temps, leurs éléments se présentent l'un après l'autre, ils forment une chaîne. Ce caractère apparaît immédiatement, dès qu'on les représente par l'écriture, et qu'on substitue la ligne spatiale des signes graphiques, à la succession dans le temps. Ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans le cours qui a pour titre « Le cercle linguistique de Prague ».